Est-ce que vous arrivez à visualiser ces jaunes d'œufs un peu frétillants qui se baladent dans votre poêle pendant que vous êtes en train de faire chauffer des œufs au plat bien coulants? Et bah typiquement, mon visage c'est une poêle et mes yeux se baladent dedans de manière totalement aléatoire comme des jaunes d'œufs tellement je suis fatiguée, j'ai l'impression d'être devenue un Picasso. Hello mes petits œufs mimosa au carambar, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour un petit book haul parce que ça fait plus de 4 mois qu'on n'en a pas fait. J'ai pas mal de choses à vous présenter, une fois n'est pas coutume, donc on y va sans plus tarder. Tous les livres sont étalés comme ça autour de moi, ils me narguent et j'ai l'impression d'être un petit poulet dans un rituel vaudou. Donc on va faire abracadabra, je prends le premier qui me tombe sous la main et il s'agit de La mécanique du diable qui est écrit par Philippe Pullman et publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Dans cette courte nouvelle qui est concoctée par l'auteur de À la croisée des mondes, on va suivre Karl qui est un petit garçon qui vit dans un petit village paumé en Allemagne, qui est apprenti horloger et qui doit finir de bidouiller un automate puisqu'il doit le présenter demain à tout le monde. Sauf que ça se passe pas exactement comme prévu, il a du retard dans ses travaux et un mystérieux docteur un peu étrange va lui proposer un coup de main et en acceptant cette aide providentielle, il se pourrait bien que le jeune Karl mette le doigt dans un engrenage pas si sympa que ça. Notez qu'il est horloger, qu'il s'occupe d'automates, qu'on parle de rouage, d'engrenage, voilà, c'est métaphore filée tout du long. Je n'en sais pas plus, j'en ai jamais entendu parler, je l'ai vu quand je me baladais en librairie juste avant le confinement. J'ai craqué et je vous en donne des nouvelles dès que c'est lu. Après de la jeunesse fantastique, on glisse vers un tout autre registre avec La Grande Panne, qui est un roman écrit par Adrien Klent et publié aux éditions du Tripode. Et dans cette histoire, on va suivre un immense nuage très sensible qui pourrait bien tout faire sauter. Il se balade au-dessus de l'Italie suite à une explosion de mines de graphite et pour éviter la catastrophe, l'Italie va déclarer le blackout total et couper toutes ses lignes à haute tension et donc priver tous les habitants d'électricité et le nuage va finir par petit à petit se déplacer jusqu'au-dessus de la France qui va du coup suivre le même chemin que l'Italie, déclarer le blackout et ça va être le début d'une longue et agonisante glissée vers l'enfer. Je sais pas si c'est le meilleur moment pour lire ce genre de bouquin un peu d'anticipation mais en même temps très réaliste parce que on a déjà assez de nos problèmes en ce moment entre les élections aux États-Unis, entre le Covid, entre tous les problèmes d'attentats, etc. Mais ma foi, ça a quand même su piquer ma curiosité et j'ai très hâte de le découvrir. Et puisqu'on est dans le domaine de la franche rigolade, j'enquille avec un roman graphique qui promet aussi quelques moments un peu sombres de remise en cause puisqu'il s'agit des Milliards de miroirs. C'est écrit par Robin Cousin et publié aux éditions Feullebelle. Oui, ça existe, non je ne suis pas sûre à 100% de la prononciation, mais je vous laisserai tenter cet exercice acrobatique et je me contenterai de vous dire que dans cette histoire, l'humanité est condamnée. On le sait, le réchauffement climatique est là, bien installé, les derniers mammifères sont en train de mourir, bref, on sait que quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, plus de retour en arrière envisageable, tout va mourir, tout va exploser, tout va péter, et le principe de ce roman graphique, ça va être de se concentrer sur divers personnages et de voir comment est-ce qu'ils gèrent, comment est-ce qu'ils envisagent, comment est-ce qu'ils appréhendent cette fin du monde annoncée. J'en ai entendu d'excellentes choses sur le podcast Le Gaufrier que je vous recommande d'ailleurs chaudement parce que c'est un podcast spécialisé dans la BD, les albums et les mangas que je suis religieusement, que j'ai découvert il y a pas longtemps et j'ai avalé les 40 épisodes, donc vraiment si vous êtes à la recherche d'un très bon podcast sur le graphique, je vous le conseille à 1000%. Et comme tous les chroniqueurs étaient unanimes sur la qualité de l'album, je l'ai trouvé sur Momox d'occasion, je l'ai acheté et maintenant il me tarde de le lire. Et donc après les blackouts, la fin du monde annoncée, je vous propose qu'on parle un peu d'obsèques, histoire de rester dans cette ambiance de joyeuderie. Est-ce que ça vous manquait tant que ça les book haul? Je ne suis pas sûre. Et on reste dans cette franche ligne droite de rigolade ininterrompue avec Obsèques à la carte qui est un roman écrit et édité par Amelia Pacifico et qui nous raconte l'histoire de Lila qui se traîne depuis 1 an le deuil de son père parce que je ne vous apprends rien, c'est une épreuve extrêmement difficile à surmonter déjà en tant que telle, mais en plus il faut savoir que le jour J, le jour de l'enterrement, la cérémonie s'est passée d'une manière épouvantable, de mémoire d'enterrement, on n'a jamais vu pire, et du coup quand elle en parle à son psy bien des mois après, il va avoir une idée un peu saugrenue qui de prime abord va laisser la jeune fille interdite, puis finalement ça va faire son chemin, et donc Lila va décider d'organiser sa propre cérémonie d'obsèques pour voir un peu comment ça se passe, pour tout organiser, pour faire une répétition générale, pour être sûre que le jour où elle passe l'arme à gauche, et ses proches n'auront pas à subir cette même épreuve. Et ça va donner lieu à des situations rocambolesques et apparemment c'est très drôle, c'est pince sans rire, c'est l'autrice qui me l'a proposé. J'ai vu de très bons avis fleurir un petit peu partout sur internet, donc vraiment je suis très curieuse de découvrir cette
comédie un peu barrée et je me dis que peut-être pour cet hiver ça peut être sympa, et même si le thème fait peur de prime abord, le fait que ce soit un peu détourné et tourné en dérision, je suis très hâte de voir ce que ça donne. Et si jamais vous êtes curieux et curieuse, restez connectés, un jour mon avis arrivera. J'étais là tranquille en train de m'occuper de mes affaires, à me demander quel livre j'allais vous présenter ensuite, quand tout à coup ça m'a frappée. Je me suis dit, on vient de parler de mort et d'obsèques, et mine de rien, si on enchaîne avec des assassinats, il y a comme une sorte de connexion logique pas dégueulasse. Donc j'en profite pour vous présenter une nouveauté que vous avez dû voir fleurir partout sur les réseaux, mais je m'en fous, j'avais tellement hâte de la découvrir que j'ajoute ma pierre à l'édifice allègrement et j'assume, et il s'agit de Nevernight, le premier tome qui s'appelle N'oublie jamais. C'est écrit par J. Christophe et publié aux éditions de Saxus. Alors je ne suis pas certaine que la taille d'un roman ce soit un critère suffisant pour créer toute une ligne éditoriale, mais clairement chez De Saxus on aime la briquette, hein. Moi je vais pouvoir finir par construire une maison avec des parpaings de chez eux sans aucun problème. Si ce roman je le guettais en VO depuis des lustres, c'est pas pour rien, puisque dans cette histoire on va suivre Mia, qui est la fille d'un traître dont la tentative de révolution a totalement échoué. Du coup toute la famille est morte, a été assassinée, sauf la jeune fille qui du coup va errer dans les rues à la recherche de protection. Elle a un petit pouvoir sympa puisqu'elle peut communiquer avec les ténèbres, ce qui va lui valoir de rencontrer un ancien assassin et d'intégrer une école pour être formée et devenir un assassin elle-même. J'en sais pas plus, j'ai pas voulu aller plus loin dans le déroulé de l'histoire. Je pense que comme postulat on est déjà sur un truc pas trop dégueulasse, ça donne clairement envie et ma foi il me tarde, comme tous les bouquins que je vous présente, de le bouffer. Ce sera peut-être un petit peu plus long que la normale hein, parce qu'il y a de quoi faire, mais sincèrement ça a l'air trop bien. On va faire un petit bilan de mi-parcours hein, si vous le voulez bien, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. On a abordé jusqu'à présent un blackout, une fin du monde, des obsèques, des assassinats, et maintenant je vais glisser vers une petite crise existentielle sur fond de réflexion théologique et érudite dans un univers qu'on aime depuis l'enfance et qui apparemment va nous briser le cœur avec ce nouveau volume. Je parle bien entendu de La Communauté des Esprits, le nouveau livre de la trilogie de la poussière, écrit par Philippe Pullman et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Que voulez-vous, je ne sais pas quoi dire, il devait y avoir quelque chose dans l'air qui me donnait un petit goût pour le dramatique ces derniers mois, allez savoir. Mais en gros, pour vous replacer ce volume, on a À la croisée des mondes de Philippe Pullman, qui était la trilogie originale qui nous faisait suivre Lyra, qui était une petite fille orpheline qui habitait au Jordan College et qui allait suivre son oncle dans une folle aventure dans le Grand Nord avec des ours polaires en armure et tout un tas de créatures et de rebondissements, et c'était incroyablement riche et complexe comme univers. Et il y a quelques années, Philippe Pullman a donc écrit une nouvelle trilogie dont le premier volume est sorti il y a 2 ans, si je vous dis pas de bêtises, et qui se passait bien avant le déroulé de cette première trilogie, puisque Lyra était un bébé et on allait la suivre quand sa route croisait celle de Malcolm, un jeune homme qui bosse dans une auberge et qui va devoir la prendre sous son aile pour éviter de terribles événements. Et là, ce deuxième volume de cette deuxième trilogie qu'il faut suivre se passe bien des années après À la croisée des mondes, donc la première trilogie. Lyra est une jeune adulte qui est étudiante, qui a visiblement une crise existentielle assez sévère et dont la route va croiser celle d'un étrange professeur Malcolm. Donc là on est dans un big crossover entre deux personnages que j'aime beaucoup, et apparemment ça va nous briser le cœur puisque Lyra est vraiment dans une phase très difficile dans ce tome là, et j'ai un peu peur de me lancer, et en même temps je sais que ça va être encore une fois un émerveillement, un époustouflement, même si ça n'existe pas, de me replonger dans cet univers. Pour nous éviter une cure généralisée de Valium, on va faire peut-être une pause dans les lectures poignantes, dans les lectures difficiles, et je vais vous présenter quelque chose de plus léger qui est en lien direct avec ma petite marotte du moment. Et si vous avez vu mon dernier vlog que je vous remettrai dans le petit, vous savez tout à fait de quoi il est question, puisque je me suis acheté K-pop Confidentiel, qui est écrit par Stéphane Lee et publié aux éditions Hugo Roman. Dans ce roman, on va suivre Candace, 16 ans, qui est passionnée de K-pop et d'un groupe en particulier qui s'appelle les SLK. Donc le jour où va débarquer dans sa ville la maison de disques de ce fameux groupe pour faire passer des auditions et recruter des personnes pour éventuellement finir par monter leur propre groupe de K-pop, elle va se pointer, elle va être sélectionnée et donc expédiée direction Séoul pour commencer son entraînement. Et là elle va découvrir l'envers du décor, avec les entraînements, avec la pression, avec les règles, avec tout ce que ça peut impliquer de pas très glorieux. Et parallèlement à ça, il va peut-être y avoir une histoire de romance avec l'un des membres du groupe dont elle était fan à l'origine. C'est très peu prise de tête je pense, mais c'est clairement ce que j'ai envie de lire en ce moment, donc ne me jetez pas la pierre, je vous ferai un retour si ça vous intéresse. On s'éloigne pas trop de la Corée avec Frankly in Love de David Yoon, que vous avez vu partout puisque sa publication en français
date d'il y a quelques mois maintenant, mais j'ai entendu des choses pas vraiment très flatteuses au niveau de la plume. Alors je sais pas si ça vient de la traduction ou du style de l'auteur, mais je me suis dit que du coup ça passerait mieux en anglais puisque je suis beaucoup moins regardante, beaucoup plus coulante quand c'est pas ma langue maternelle. Et dans cette histoire on va suivre Frank qui est d'origine coréenne, qui vit aux États-Unis avec sa famille, qui veut le voir épouser une coréenne, sauf que lui il est tombé amoureux d'une américaine, et pour essayer de ménager la chèvre et le chou, il va monter un micmac avec une coréenne qui est tombée amoureuse d'un américain. Les deux vont se faire passer pour un couple, histoire de rassurer la famille et d'être tranquille, sauf que ça va donner lieu à plein de quiproquos, et moi j'ai hâte de voir en fait tout ce qui est plutôt sous-jacent, parce que je suis pas là pour voir une comédie juste frivole, je suis là pour qu'on interroge aussi les notions d'appartenance, de double culture, et comment est-ce qu'on se retrouve le cul entre deux chaises entre la culture de nos parents auxquels ils sont très attachés parce qu'en plus ils sont dans un pays qu'ils ne comprennent pas forcément, qu'ils n'aiment peut-être pas beaucoup, alors que le héros y a grandi, connaît les codes, est intégré. Moi ça m'intéresse cette dichotomie, après à voir comment ça va être traité, apparemment c'est drôle, c'est léger, donc affaire à suivre. Dernière parution qui tourne autour de la Corée, après promis on change de registre, il s'agit de If I Had Your Face, c'est écrit par Frances Cha, et s'il s'est retrouvé dans ma pile à lire, c'est parce que on va questionner la chirurgie esthétique, du rapport au corps et du rapport au physique qui est entretenu en Corée du Sud. Apparemment c'est très décomplexé sur le sujet et assez difficile pour nous occidentaux, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça a été traité. Et parce qu'un book haul sur ma chaîne sans lecture graphique ce serait un peu comme un chocolat chaud sans cacao, ce serait juste un banal lait chaud un peu décevant, je vous propose un roman graphique qui tourne autour de la vie de couple, de la création, de la routine, du quotidien, et il s'agit de La Juste Mesure qui est écrit et dessiné par Flavia Biondi et publié aux éditions Glénat. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait tellement longtemps qu'il était dans ma wishlist parce que je l'avais repéré en librairie que je me souviens plus exactement de quoi est-ce que ça parle. Je crois qu'on suit un couple, lui est écrivain et elle est artiste, mais peut-être que je me trompe. Et en fait le principe de cette bande dessinée c'est d'interroger la notion de couple, la notion de quotidien, la notion de ronronnement, comment est-ce qu'on mêle désir, créativité, routine. Et je sais pas, je trouvais ça assez onirique, il y a des passages vraiment qui allient comme ça fiction et réalisme, et je sais pas, une incartade dans un couple qui est formé depuis longtemps, qui peut peut-être rencontrer quelques difficultés, ça me tentait, donc je vous ferai un retour, mais déjà graphiquement je trouve qu'il y a une proposition qui est quand même assez atypique, donc ça a clairement piqué ma curiosité et j'espère ne pas être déçue. Et là c'est le moment où on va en prendre plein les yeux avec le deuxième tome d'un diptyque qui est publié chez Dupuis, qu'on attendait depuis longtemps, qui est juste somptueux. Il s'agit bien entendu du deuxième volume de L'Âge d'Or qui est écrit et dessiné par Cyril Pedrosa et Roxane Morey, et ça raconte l'histoire de cette princesse qui devait hériter du royaume, qui suite à un petit contretemps va devoir s'exiler, elle va rencontrer des femmes indépendantes dans une forêt, et c'est le début d'une fresque historique, d'une fresque romanesque. C'est magnifique, c'est tellement vivant, dynamique. Je vous recommande mais tellement chaudement cette série, donc je vais me plonger dans ce deuxième volume avec délectation, je n'attendais que le bon moment. Et quoi de mieux qu'une bonne soirée lecture avec la nuit dehors, des petites bougies partout et une musique d'ambiance, ça va être formidable. Comme ça. Et puisqu'on parle de nuit et de royauté, ça m'a fait penser à un album jeunesse que j'ai reçu très récemment. Il s'agit du Flocon qui est écrit par Bertrand Santini et illustré par Laurent Gapaillard. C'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse et il me tardait vraiment de le découvrir. Déjà au hasard pour une raison toute simple, c'est que Bertrand Santini c'est le créateur de Le Journal de Gurty, du Yark, de Hugo de la Nuit et de tant d'autres romans jeunesse que j'aime d'amour depuis des années. Donc vous vous doutez bien qu'un nouvel album, j'étais dans les starting blocks, et en plus ça parle du nouvel an, ça parle de royauté, de cadeaux, de flocons de neige, et il m'en fallait pas plus pour piquer ma curiosité. C'est pas très pratique de le laisser dans le cadre parce que c'est pas très naturel comme façon de le porter, mais donc comme je vous le disais, on va suivre l'histoire de Kepler qui est un petit mathématicien qui va se pointer le soir du nouvel an au palais du roi, qui fait défiler tous ses sujets pour recevoir des cadeaux de Noël, et le garçon va lui amener un flocon de neige. Je ne sais pas vraiment de quoi il en retourne, mais je pense que ça va être une histoire autour de notions de valeur des choses, mais peut-être que je me trompe totalement. En tout cas je fais confiance à Bertrand Santini pour nous préparer quand même quelque chose de très intelligent, de très vif et de très mature comme propos, donc j'espère ne pas me tromper, et je vous en donnerai des nouvelles, d'autant que je suis un peu inquiète, c'est que sur Livre Addict il est assez mal noté et vraiment je suis très surprise, donc il va falloir que je mène l'enquête assez rapidement.
Et là je pense que l'heure fatidique a sonné où je vais vous présenter les deux ovnis de ce book haul, à commencer par un livre de développement personnel qui est écrit par une influenceuse très connue sur YouTube. Il s'agit de Toujours Plus, qui est écrit par Léna Situation et publié chez Robert Laffont. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire si ce n'est que j'ai dû regarder seulement 2 de ses vidéos, mais je suis intriguée par l'objet parce que j'entends les meilleures choses comme les pires, donc j'ai un peu envie de me faire mon propre avis sur ce projet éditorial et marketing qui dévise tant. Et si je suis aussi curieuse, c'est après avoir visionné la vidéo de Lucie Cosmala que je vous mettrai dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir, puisqu'elle y développe tout un argumentaire autour de son point de vue en tant que personne qui travaille dans l'univers du livre. J'ai trouvé ça très intéressant, de toute façon de manière générale j'aime beaucoup sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et moi je vous en ferai un retour ou pas parce que c'est assez court et je sais pas si ça vous intéresse, mais je sais pas, être positif et partir du principe que plus on essaie d'être positif et chaleureux et lumineux, plus on attire le positif autour de soi, ça me parle comme notion, surtout dans cette année 2020 qui est quand même un peu bien pourrie, donc affaire à suivre. Et la deuxième bête curieuse que je tenais absolument à vous montrer, c'est un livre de cuisine, donc vous n'en avez jamais vu passer sur la chaîne parce que on peut pas dire que la cuisine ce soit mon domaine d'expertise ou d'épanouissement préféré, mais là je pouvais pas passer à côté puisque c'est des recettes inspirées de l'univers de Anne de Green Gables. Voilà, suite à mon coup de cœur intergalactique pour le roman qui a été retraduit chez Monsieur Toussaint Louverture, je vous en ai parlé dans un update, je vous le remettrai dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est devenu mon nouveau livre préféré, donc si ça vous intéresse, allez, cliquez, c'est parti. Et outre le fait que ce sont vraiment des recettes qui parsèment le récit, il y a aussi des citations, il y a des photos, enfin bon bref, c'est vraiment un livre pour les amoureux de l'univers. Et il me tarde de réaliser quelques pâtisseries qui, je pense, vont nous mettre en joie. Ou pas, me direz-vous, parce que j'en fais tellement plus jamais que j'ai dû perdre la main, mais au pire ce sera des tentatives de trucs et à partir du moment où il y a du sucre et des trucs bons, a priori ça peut pas être trop dégueulasse. On arrive bientôt au bout, donc comme le disaient nos deux comparses du Karaokémon, accrochez-vous à vos chaussettes, et on enchaîne avec une novella qui était sortie en version numérique et qui a été publiée en version papier très récemment. Il s'agit de This Winter, écrit par Alice Oseman, qui se passe dans le même univers que Heartstopper et plus précisément de Solitaire, puisqu'on va suivre Victoria, alias Story, la sœur de Charlie dans Heartstopper, et ça a l'air juste parfait pour Noël, donc je me la garde sous le coude pour les bonnes soirées de décembre, ça va être un régal. Non mais franchement quand on voit ça, on est déjà avec les chaussettes en pilou et le chocolat chaud à la main, non? Moi oui en tout cas. L'un des derniers bouquins à avoir rejoint ma bibliothèque, c'est une suite de séries qui s'est largement fait désirer parce que sa sortie était prévue au tout début du tout premier confinement. Ça s'est pas fait, donc moi bêtement j'ai pas eu l'info, donc j'ai lu le premier tome en me disant que j'allais pouvoir me procurer la suite dans la foulée. Erreur, puisque des mois sont passés et j'ai seulement le deuxième tome entre les mains. Il s'agit donc du deuxième volume de Les Brumes de Cendrelune qui s'appelle cette fois-ci La Symphonie du Temps. C'est toujours écrit par Georgia Caldera et publié aux éditions J'ai lu. Contre toute attente, le premier tome je l'avais vraiment adoré puisqu'on va suivre l'histoire de Céphis qui est une violoniste qui a perdu ses parents suite à une altercation avec les dieux dont l'un est d'ailleurs omnipotent, il peut entendre vos pensées et à partir du moment où vous commencez à envisager que peut-être le système dans lequel vous vivez n'est pas idéal, vous finissez planté au bout d'une pique dans un immense arbre à cadavre, donc c'est vraiment pas la joie. Céphis a grandi avec une hargne profonde dans le cœur et en fait elle ne s'est jamais fait prendre, donc bizarrement elle peut résister à cet étrange pouvoir divin et elle va rencontrer Verlaine qui fait partie de la cour des divinités. Je ne vous en dis pas plus parce que je veux pas vous dévoiler le déroulé de l'intrigue, mais vraiment c'est une excellente série de fantasy qui est très rapide, qui est bien menée, qui est très sombre et en plus avec une petite pointe de romance qui au début m'a un peu crispée parce qu'on n'était pas dans la plus franche vraisemblance, c'était très rapide, c'était très contre nature, ça coulait pas de source, puis finalement ça finit par se rattraper et surtout je me suis totalement laissée embarquer par l'ambiance, donc pari réussi. Et il me tarde donc de contacter ma comparse de lecture commune parce qu'on va enfin pouvoir bouffer ce deuxième tome. Avant-dernier titre de cette vidéo, et là je m'adresse plus particulièrement à celles et ceux qui parmi vous aimaient la danse, les comédies musicales, Broadway et les romans graphiques. Et là vous compactez un peu le tout et vous obtenez un truc détonnant qui a l'air si bien. Il s'agit de Tanz, qui est écrit par Moran Mazars, c'est publié aux éditions Le Lombard et ça raconte l'histoire d'un jeune Allemand dans les années 1950 qui rêve de traverser l'océan pour aller intégrer des comédies musicales à Broadway. Il va rencontrer un Américain pendant un voyage à Berlin, ça va tout changer, il va tout plaquer pour essayer de vivre son rêve américain.
Et c'est si beau et ça a l'air vraiment passionnant, c'est assez économe en mots mais par contre la narration visuelle a l'air juste époustouflante. Moi j'ai été totalement conquise rien qu'en le feuilletant à la librairie donc je pense pas être déçue et si jamais vous ne l'avez pas vu passer, c'est maintenant chose faite, n'hésitez pas à rattraper votre retard. Et histoire de clore en beauté ce book haul, j'ai gardé sous le coude un roman contemporain qui m'a vraiment appelée, qui m'a vraiment interpellée quand je l'ai découvert en librairie parce que le projet avait l'air un peu atypique, un peu vraiment unique. Il s'agit de Te souviendras-tu de demain, c'est écrit par Zygmunt Milosławski, excusez-moi je maîtrise pas très bien les noms polonais, c'est publié aux éditions Fleuve et ça raconte l'histoire de Ludwig et Grażyna qui sont ensemble depuis 50 ans. En 2013 ils fêtent leur 50e anniversaire de mariage et bon bah le quotidien est ce qu'il est avec les corps vieillissants un peu rouillés, avec le désir un peu vacillant, la mécanique qui fonctionne plus vraiment et voilà ce quotidien qui a vraiment pris toute la place. Sauf que en allant se coucher le lendemain ils vont se réveiller non plus en 2013 mais en 1963. Ils ont retrouvé leur jeunesse, ils ont retrouvé un contexte politique un petit peu différent, très vibrant, très engagé et surtout ils se souviennent absolument de tout ce qui s'est passé, de toute leur vie ensemble, de ces 50 années passées côte à côte. Et tout le récit va être de savoir si avec cette nouvelle ambiance, avec cette deuxième chance, ils vont faire les mêmes choix ou non. Est-ce que leur amour va résister aux épreuves, à ce nouveau souffle et je sais pas, je trouve ça très intriguant comme façon d'interroger le couple et j'espère ne pas être déçue mais en tout cas vraiment je fonde beaucoup d'espoir dans cette histoire. Ce petit tour d'horizon des achats de ces derniers mois est maintenant terminé, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon moment devant, que vous aurez peut-être repéré quelques titres qui vous avaient échappé. N'hésitez pas à laisser comme d'habitude dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez acheté, les sorties que vous attendez là d'ici la fin de l'année, vraiment n'hésitez pas. En attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! Look up from your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind